souhaite la bienvenue à tous. Ce matin, c'est une faveur qu'on vous fait. Vous allez voir que la présentation de M. Pierre-Olivier Ménard est un peu exceptionnelle. Ça faisait longtemps que j'avais contacté Pierre-Olivier. Je pense qu'à l'occasion, il n'était pas encore pharmacien. Suite à une demande des personnes aînées qui aimeraient ça rencontrer le pharmacien. Puis je sais qu'à ce moment-là, Pierre-Olivier a fait des démarches aux résidents, les habitations du Carrefour. Il était venu rencontrer des gens. Je pense aussi que c'était au foyer de la paix qui est allé également faire un stage exploratoire. Et vous allez voir la réussite qu'il a obtenue en regardant ce matin ce qu'il va vous présenter. Il y aurait un A+. Je tiens à souligner que Pharmaprix, je suis obligé de faire le commanditaire. C'est lui notre commanditaire ce matin. Je voudrais apporter une précision aussi, c'est que Pierre-Olivier, même s'il travaille chez Pharmaprix, là, ce matin, sa présentation est personnelle. C'est lui qui a tout monté ça. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui pour ma présentation. Donc, c'est un immense honneur, en fait, d'être présent ici parce que, M. Claveau, en fait, je le remercie pour son invitation également. Effectivement, j'affectionne particulièrement les personnes âgées depuis toujours, donc c'est quelque chose qui m'a amené à venir faire cette présentation-là aujourd'hui. Je pratique en fait depuis à peine 7 mois. Donc aujourd'hui, en fait, je suis venu vous présenter les généralités en fait sur le travail du pharmacien. Mais avant tout, je voulais juste vous annoncer que dès le départ, j'ai aucun conflit d'intérêt avec personne et je suis vraiment présent ici à titre de pharmacien, sans commandite. Je suis un pharmacien bénévole en fait. Donc, à l'ordre du jour, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler des généralités sur le travail du pharmacien. Ensuite, on va parler en fait un peu des produits de santé naturelle, comment s'y retrouver, à quoi ça sert un produit de santé naturelle, comment ça peut être utile pour nous. Ensuite de ça, on va également voir un peu les nouveaux services qu'un pharmacien peut vous offrir en communautaire dans les pharmacies qu'on retrouve là, dans la ville, en général les pharmacies privées. Donc, comment ça peut simplifier votre vie au quotidien. Pour vous donner une brève définition de ce que peut faire un pharmacien pour vous, en fait, en commençant par la définition du pharmacien, pour faire ça de façon très, très simple, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'expert du médicament. Donc, c'est le seul professionnel de la santé qui va faire 4 ans d'études spécifiquement pour se spécialiser dans les médicaments. Évidemment, on va apprendre toutes sortes de choses aussi sur la santé des humains en général. Il y a plusieurs domaines en fait d'exercice qu'un pharmacien dans lequel il peut exercer. Vous allez constater en fait le communautaire, probablement que c'est celui qui vous vient le plus rapidement à l'esprit. C'est celui qu'on voit dans toutes les villes en général, donc des pharmacies privées comme Familiprix, Brunet, Pharmaprix, Jean Coutu, ce sont tous des pharmacies communautaires qui pratiquent dans le privé. Et dans le fond, un pharmacien qui est issu du programme de doctorat en pharmacie va avoir accès à ce genre de milieu-là dès la sortie de ses études. Ensuite, il y a le milieu hospitalier, donc en établissement de santé. Pour avoir accès maintenant à ce milieu de travail-là, il faut également se spécialiser. Donc, on va faire 1 an et demi de plus suite au doctorat, donc pour faire une maîtrise en pharmacie d'hôpital. Et ça va nous permettre d'y travailler justement par la suite. Donc, il y a le milieu non traditionnel également, qui est subdivisé en 4 autres sous-catégories. Il y a entre autres l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est littéralement les usines de médicaments, les usines qui nous permettent de justement fabriquer des médicaments. On a besoin d'une expertise de pharmacien à ce niveau-là. Il y a également dans le milieu de la recherche qu'il va y avoir des pharmaciens. Ça, c'est ceux qui vont aller vers plus les études doctorales, postdoctorales. Et vous allez avoir les enseignants aussi qu'on va retrouver à l'université principalement. D'ailleurs, plusieurs chercheurs qui sont à l'université ont été des enseignants, donc l'un n'empêche pas l'autre non plus. Et en final, il y a le secteur public, comme par exemple pour la Régie d'assurance maladie, on a besoin d'expertise également pour les pharmaciens. Donc concrètement, qu'est-ce que peut faire un pharmacien pour vous dans la vie?
En fait, je pense que de façon instinctive, naturelle, on peut penser qu'un pharmacien, tout simplement, ben, il est là pour nous servir des médicaments d'une certaine façon. Donc, c'est effectivement le cas. On peut servir des médicaments à la population. Et les médicaments, en fait, sont subdivisés en deux catégories, deux grandes catégories. Les médicaments avec ordonnance, pour lesquels vous allez avoir au préalable rencontré un prescripteur qui est en mesure de, justement, qui est autorisé par la loi à prescrire. On pense souvent aux médecins, évidemment. Il va y avoir aussi les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, donc on appelle aussi super infirmières. Il y a également les optométristes, les dentistes et même les sages-femmes et les podiatres maintenant. Et puis, il y a la catégorie des médicaments sans ordonnance. Donc, cette catégorie-là se subdivise encore une fois en deux sous-catégories. Il y a la première catégorie qui est les médicaments de vente libre, donc ceux que vous allez pouvoir retrouver dans les rayons d'une pharmacie et qui sont sous la supervision d'un pharmacien, mais qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir recours à ses conseils pour les employés. Ensuite, vous allez avoir, dans le fond, la dernière catégorie qui est celle des médicaments derrière le comptoir de la pharmacie. Ces médicaments-là sont situés plus près du pharmacien et ne sont pas accessibles aussi aisément par le public. La raison pour ça, c'est qu'en fait, il va y avoir deux grands avantages à ça. C'est que ces médicaments-là vont venir nécessairement avec un conseil du pharmacien. Ils vont également venir nécessairement avec une analyse du pharmacien, une analyse tant au niveau de votre état de santé que la médication que vous prenez déjà. Donc, ça fait en sorte que l'usage de ces médicaments-là, qui ont un potentiel, en fait, là, avec les années, qui est peut-être un peu plus... qui nécessite en fait un peu plus de sécurité. Des mesures de sécurité qui ont été appliquées, qui ont été proposées par l'Ordre des pharmaciens, justement. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent derrière le comptoir. Je pense entre autres à des exemples très concrets. Il y a entre autres les médicaments comme le Gravol. Il y a également le Voltaren Émulgel que plusieurs personnes vont employer. Voltaren en crème qui va aider à soulager en fait les douleurs inflammatoires. Et on trouve également les gouttes pour les yeux de type polysporin, par exemple. Donc, ça fait partie des exemples qu'on voit derrière le comptoir. Puis souvent, les gens me demandent, tu sais, le Gravol, dans le temps, on l'avait en vente libre, on pouvait s'en procurer aisément. Et puis, on me demande pourquoi maintenant il est rendu plus sous haute surveillance. Mais en fait, c'est que, en rétrospective, en fait, en regardant qu'est-ce qu'il y a eu avec les années comme utilisation, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs événements, en fait, là, qui ont été répertoriés. Entre autres, au niveau des jeunes et des adolescents, on a déjà remarqué qu'il y avait eu un usage plutôt récréatif de cette pilule-là. Donc, on a même d'ailleurs découvert qu'il s'amusait à faire des cocktails, entre autres, avec de l'alcool pour avoir des effets qui étaient des effets euphorisants, en fait. Donc, ce médicament-là, en fait, n'est pas sans danger comme tel. Il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas sans danger, mais ceux-ci, puisqu'on avait des vraies histoires par rapport à ça, ben, on a décidé de les garder un peu plus en sécurité pour favoriser un bon usage. Si je continue avec l'exemple du Gravol, il peut même amener à un état de dépendance. Puis, on ne peut pas seulement cibler les jeunes. Souvent, on pense que les jeunes sont plus à risque de dépendance et tout ça. Mais personnellement, moi-même, dans ma pratique, je vois régulièrement des gens, des adultes, même des personnes âgées qui vont avoir cette tendance à abuser, ou en tout cas, abuser, qui est un terme très péjoratif, mais qui était à l'origine, l'utilisait pour sa principale indication, qui est contre les nausées, mais qui, de par son usage, vont avoir développé cette tendance de dépendance à cette médication-là. Donc, c'est bien malgré eux. Mais, puis justement, moi, j'ai pas tendance à juger du tout ces gens-là, plutôt les aider, en fait, pour favoriser un bon usage sécuritaire de cette médication-là. Donc, c'est pour ça que ça vient avec un conseil, cette médication-là. Puis les effets indésirables ne sont pas sans conséquences non plus, ne sont pas banals, particulièrement pour les aînés. On parle entre autres de constipation, on peut parler de vision brouillée, on parle évidemment de somnolence qui est très bien connue, tous des facteurs qui peuvent favoriser, en fait, augmenter le risque de chute. Puis on sait qu'une personne qui chute, surtout lorsqu'elle est aînée, bien, le risque est d'autant plus grand pour sa santé, il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Donc, ce que peut faire un pharmacien également pour vous, bien évidemment, il va donner des explications de votre médication, tant au niveau de la sécurité
qu'au niveau de l'efficacité. Donc, comme j'ai dit, la sécurité par rapport à la médication que vous preniez déjà et votre état de santé. Puis l'efficacité, bien, il va vous donner des trucs pour optimiser le traitement. Donc, si on vous donne un antibiotique ou peu importe le traitement que vous allez recevoir, le pharmacien, lui, il va vous donner des mesures qu'on appelle non pharmacologiques et également des mesures par rapport au médicament lui-même qui vont permettre d'optimiser le traitement puis, en fait, optimiser les chances de succès de la guérison avec votre traitement. Et ça peut également aider à améliorer le confort durant le traitement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, des fois, c'est pas pour tout ça. Dans le fond, quand je pense au confort, je pense souvent à ma tante qui dit une petite ponce de gin, ça améliore le confort de pas mal tout ce qui est maladie en général. Donc, ça pour dire que le pharmacien est là pour donner des conseils sur le confort également, pas seulement sur guérir avec le médicament. Donc, c'est toujours des aspects intéressants. Et il ne faut pas s'étonner, au niveau de l'explication, il ne faut pas s'étonner si le pharmacien vous demande la raison pour laquelle votre médicament a été prescrit. Souvent, les gens sont un peu hésitants à donner cette raison-là parce qu'ils ne savent pas pourquoi on pose la question. Puis c'est vraiment pas par curiosité, en fait. C'est vraiment pour donner le meilleur conseil possible. Pour vous donner un exemple concret, si on prend, par exemple, une catégorie de médicaments qui s'appelle les antidépresseurs, à l'origine, ce médicament-là était effectivement développé pour traiter la dépression. Par contre, avec les années, les indications ont évolué dans le temps. Donc, les indications, ça veut dire les raisons pour lesquelles on prescrit ce médicament-là peut maintenant être donné, par exemple, pour traiter la douleur, pour traiter l'anxiété, puis même pour traiter les bouffées de chaleur. Donc, ça fait en sorte que quand on vient pour donner le conseil au patient, si on ne sait pas la raison pour laquelle il a été prescrit, c'est très nébuleux comme conseil, c'est vraiment pas précis, puis on ne sera pas en mesure de donner les bonnes indications. Donc, comment bien l'utiliser? Ça, c'est vraiment une question de dose aussi, parce que si on donne un médicament pour les chaleurs, ça ne sera vraiment pas la même dose que si on le donne pour l'anxiété ou pour la dépression elle-même. Puis également, la gestion des effets indésirables peut varier d'une indication à l'autre. Par rapport au conseil santé, ça, on en donne régulièrement à toute heure de la journée quand on travaille. Puis, on peut en donner de différentes façons. Donc, vous l'avez remarqué, soit en personne, donc de face à face. Si vous avez une question, on va toujours pouvoir être disponible pour vous donner des conseils santé et également par téléphone. Donc, régulièrement, on va avoir des appels, puis on va faire des suivis également pour aider les gens, que ce soit pour traiter leur rhume, soigner leur rhume, ou que ce soit pour optimiser leur traitement d'hypertension. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir aussi des problèmes de peau. Ils vont nous demander des conseils par rapport à ça. Donc, nous, comme pharmaciens, en fait, si on n'est pas en mesure de les aider, on va les référer vers le bon professionnel. Mais en général, pour les problèmes mineurs, un pharmacien est quand même bien équipé pour vous donner des bons conseils. Par la suite, qu'est-ce qu'un pharmacien peut faire pour vous? En fait, il va effectuer des suivis auprès de ses patients. Donc, il y a des suivis qui peuvent être faits, comme j'ai dit, soit par téléphone ou en personne. Évidemment, puisqu'on ne peut pas appeler tout le monde, en fait, là, dans une journée, moi, comme pharmacien, à chaque fin de conseil, lorsque je parle à mon patient, je vais lui recommander que si les effets du médicament ne sont pas ceux escomptés, ceux dont on vient discuter, ou s'il y a des effets indésirables qu'on aurait discuté qui survient, ou même qu'on n'aurait pas discuté qui surviendrait, de toujours nous rappeler. Nous, on est là pour ça. Il ne faut pas hésiter à nous appeler parce qu'on est là pour vous... il y a des gens qui sont hésitants, puis ils s'excusent, puis de nous déranger, tout ça. Oui, on travaille fort, puis c'est vrai que des fois, le roulement, on a la boue dans le toupette, mais on a vraiment étudié pour ça. C'est ça notre vocation, puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir un appel pour donner des conseils santé et répondre à vos questions. C'est vraiment un plaisir, donc il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Du côté du travail en collaboration avec les autres professionnels, effectivement, vous en doutez bien, tous les prescripteurs qu'on a nommés au préalable, comme les médecins, les dentistes et tout ça, ça va arriver qu'on va avoir à recommuniquer avec eux, que ce soit pour le choix du traitement qu'on vous a donné. Ça va arriver que des fois, il va y avoir une allergie dont le médecin n'était pas au courant. Ça va arriver également qu'il ne saura pas quel traitement vous avez eu dernièrement, si on parle de la catégorie des antibiotiques. Généralement, on va s'organiser pour ne pas vous donner le même antibiotique plusieurs fois de façon très rapprochée. Donc, des fois, le médecin n'est pas au courant ou des fois, il va y avoir un autre médecin qui va arriver, que vous avez consulté à l'urgence, par exemple, qui ne sera pas votre médecin de famille, il va vous prescrire quelque chose, puis
ça fait en sorte que le pharmacien, lui, ben, il va avoir à rappeler pour offrir peut-être un autre choix de traitement qui serait mieux adapté pour vous. Ou également, si le pharmacien, aujourd'hui, peut aller voir au dossier Santé Québec. Ça, maintenant, c'est un très bel outil qu'on a au Québec. En fait, c'est un outil qui nous permet d'aller voir les résultats de vos prises de sang, par exemple, pour valider la santé de vos reins. Une fois qu'on a pris une prise de sang, ça nous permet d'évaluer si votre rein est en bonne santé pour recevoir le médicament qu'on vous a prescrit. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut faire pour vous en général. C'est un portrait très, très global, mais c'est pour vous donner une meilleure idée. Maintenant, une question qu'on entend souvent en pharmacie. Pourquoi dois-je attendre si longtemps pour recevoir mes médicaments? Donc, c'est une question qui est très, très légitime. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que, effectivement, c'est pas concret pour personne, incluant moi avant d'être pharmacien. Je n'étais pas en mesure de voir concrètement qu'est-ce qui se passe derrière le comptoir dans le laboratoire, puis qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on remet, qu'est-ce que les gens font quand on leur remet notre prescription. Donc, c'est la raison pour laquelle puis d'ailleurs, je vais vous l'illustrer dans la prochaine diapositive, mais le processus est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, je reprends même un de mes professeurs qui disait une pharmacie, c'est pas comme être au McDo. Ça a l'air drôle de dire comme ça, mais c'est vrai, c'est pas un commerce comme les autres. C'est pas comme être au McDonald's, on peut pas juste préparer ce que vous avez commandé puis vous le donner à la caisse. Il y a un paquet de détails, de très petits détails qui sont vérifiés et revérifiés. Donc, pour vous donner un exemple concret, on va aller à la prochaine diapo. Et qu'est-ce qui se passe donc quand vous arrivez avec votre prescription à la pharmacie? Vous allez remettre votre prescription à l'accueil et il y a un technicien ou une technicienne qui va vous accueillir. Qu'est-ce que cette personne-là va faire? Elle va vous demander en premier lieu si vous avez des allergies à des médicaments ou s'il y a des nouvelles allergies qui sont arrivées. Par la suite, elle va vous demander la raison pour laquelle on vous le prescrit, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très aidant pour le pharmacien quand on vient pour vous expliquer ce qu'il en est avec votre médication. Et par la suite, ce que la personne va faire, elle va vous demander d'aller à la salle d'attente et puis on va vous préparer votre médicament. Donc, elle va informatiser la prescription dans votre dossier à l'ordinateur. Et ce qu'elle va faire en premier lieu, bien, elle va inscrire le bon médicament avec la bonne compagnie pour laquelle votre assurance va couvrir le médicament. Ensuite, elle va inscrire la dose, la quantité, le nombre de renouvellements, la posologie, la durée de traitement, le nom du médecin, la date de rédaction et quelques autres détails dont je vous fais grâce. Et ça, c'est pour chaque médicament. Donc, si vous avez une prescription avec 10 médicaments, c'est 10 fois ces étapes-là entrées manuellement dans l'ordinateur. Donc, vous l'aurez compris, c'est beaucoup de détails qui font en sorte que le degré d'erreur est très, très élevé. Quand un technicien rentre une prescription, il est très concentré sur ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il l'a rentré puis qu'il est sûr de lui, il va le remettre au pharmacien qui, lui, va revérifier le tout. Il va vérifier l'ensemble de ces détails-là, plus les interactions par rapport aux médicaments. Il va vérifier si le prescripteur, c'est un bon choix de médicament pour vous par rapport à votre état de santé. Il va également vérifier, comme je dis, s'il y avait des allergies, des interactions, puis il va comme aussi pouvoir aller voir au DSQ à certaines occasions si l'état de santé du patient le justifie. Là, ça va arriver que le pharmacien va aller jusqu'à vérifier au DSQ. Le DSQ, c'est le dossier Santé Québec. Donc, par la suite, qu'est-ce que le pharmacien va faire? Si votre médication est toute correcte, elle va remettre ça à un de ses collègues qui est technicien. Elle va probablement vous faire payer à la caisse, puis ensuite, le pharmacien va venir vous voir pour vous donner les conseils par rapport à cette médication-là. Donc, il va également pouvoir répondre à vos questions. Et puis, ça dresse en fait un portrait global de ce à quoi l'équipe du laboratoire va travailler pour entrer des nouvelles ordonnances quand vous arrivez avec une nouvelle prescription. Ça vous illustre en fait un petit peu mieux ce qui est le travail du pharmacien en communautaire, puis pourquoi on attend quand on pense au petit gars qui attend. C'est vrai que c'est long des fois, surtout si vous arrivez dans une période de haut achalandage, parce que effectivement, on est un peu dépendant de l'achalandage à chaque jour. Donc, ça arrive des fois qu'on dit, voyons donc, il y a un autobus qui vient de débarquer dans la pharmacie. Mais il faut qu'on s'adapte à ça, effectivement. Donc, on travaille très fort pour travailler rapidement pour vous, mais également, on souhaite toujours... notre priorité, c'est la sécurité. Donc, on vérifie chaque détail de façon très, dans le fond, très attentionnée pour être sûr qu'il n'y aurait pas de problème pour votre santé. Donc, ça, c'est ce que vous ne voyez pas, mais il y a également un autre paquet de détails, donc des sorties d'hôpital, des préparations de dispil, le fax qui crache des ordonnances sans arrêt.
les téléphones. Donc, c'est un paquet de détails également qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un laboratoire à chaque jour dans une pharmacie. Ça m'amène en fait au prochain sujet. On avait parlé, je vous avez dit au départ qu'on parlerait des produits de santé naturelle. Donc, effectivement, c'est un sujet que je trouve très en vogue, en fait, aujourd'hui, très populaire, puis pour lequel on reçoit énormément de questions en pharmacie. Donc, on va parler en gros de justement la définition d'un produit de santé naturelle et de la disponibilité au Canada, les problèmes en général qu'il faut surveiller et de l'aspect sécurité. La façon dont je voulais vous apporter en fait le sujet des produits de santé naturelle, c'est un peu la façon dont les clients m'inspirent, les patients m'inspirent justement ce sujet-là, parce que effectivement, j'entends souvent parler des gentils produits de santé naturelle contre les méchants médicaments. J'entends souvent parler de ça, puis je trouve que c'est tout à fait légitime, en fait. J'entends des phrases comme je suis un anti-pilule, moi, je veux rien savoir. Je suis contre tout ce qui est chimique. Puis les produits de santé naturelle, ben c'est bien mieux. Fait que, d'ailleurs, on va le voir à la prochaine diapo. Et ce que je trouve, en fait, c'est que c'est tout à fait légitime de penser ça. Tout d'abord, si on pense aux non-produits de santé naturelle, ils ont bien meilleure presse que si on pense aux médicaments. Donc, produits de santé naturelle, ça le dit, ça rime avec santé, ça rime avec naturel. Fait que ça, c'est beaucoup plus attirant en partant pour une personne. Moi-même, avant d'être pharmacien, j'étais beaucoup plus attiré vers les produits de santé naturelle. Personnellement, je trouvais que ça paraissait mieux pour ma santé d'aller vers ça. Donc, par la suite, les médicaments, ben, en fait, ça rime vraiment avec maladie. En général, une personne qui va prendre des médicaments, là, à chaque jour, elle se rappelle qu'elle a une maladie, puis c'est déprimant pour elle. Fait que je comprends que les gens ne veulent rien savoir de ça. Et dans le fond, c'est normal. Je connais personne qui est content de prendre des médicaments. Personne. Même si ça peut améliorer grandement leur qualité de vie, on n'est pas content de prendre la médication. Ça, c'est bien normal. Donc, qu'en est-il, en fait, des produits de santé naturelle? Est-ce que ça rime vraiment avec la santé? Qu'est-ce que c'est exactement? Puis, est-ce que ça apporte réellement les bénéfices escomptés? Donc, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est réellement, vous avez une liste, en fait, ici, des catégories de produits de santé naturelle, dont certains que vous allez certainement connaître déjà, dont les vitamines et minéraux, les plantes médicinales, il y a également les remèdes homéopathiques, il y a les remèdes traditionnels, qu'on entend notamment parler des médecines traditionnelles chinoises, par exemple, les probiotiques, les produits aussi tels que les acides aminés, les acides gras essentiels, comme les oméga-3. Donc, parmi ceux-ci, il y en a qui sont essentiels à la vie, qui sont très importants pour la santé. Je pense entre autres aux vitamines et minéraux. Pour une bonne santé osseuse, ça nous prend un apport en vitamines et minéraux dans notre alimentation. Et ça va arriver qu'on va avoir besoin d'une supplémentation dans certains cas pour certaines personnes qui auraient besoin d'un supplément ou qui auraient une carence, par exemple. Par contre, je voulais vous parler aussi des éléments qui sont à tenir en compte lorsque un médicament, en fait un produit de santé naturelle, entre sur le marché au Québec. Donc, en premier lieu, pour qu'une compagnie de produits de santé naturelle puisse vendre au Canada, Santé Canada oblige à se soumettre, en fait, à certains standards de fabrication. C'est un processus qu'on appelle l'homologation. Donc, l'homologation, en fait, là, c'est quand un produit de santé naturelle est homologué par Santé Canada, on sait que ce produit-là a passé à travers une série de tests, en fait, pour assurer que la qualité de la fabrication de ce produit-là était d'un niveau suffisamment élevé, celui requis, en fait, pour être vendu. Donc, au Québec, dans les pharmacies, tous les produits de santé naturelle qui sont vendus sont homologués par Santé Canada. Donc, si vous achetez un produit dans une pharmacie, vous n'avez pas à vous inquiéter, il est homologué Santé Canada. Par contre, si vous vous procurez ce médicament-là, par exemple, sur Internet, maintenant, il y a de la vente de médicaments. Il y a également de la vente de médicaments chez le granothérapeute du coin ou le naturo, quelqu'un qui travaille dans les produits naturels. Bien, à ce moment-là, c'est à vous à vérifier si le produit est homologué par Santé Canada, parce que ces gens-là, ces établissements-là ne sont pas obligés par la loi à vendre des médicaments homologués. Par contre, l'homologation elle-même ne garantit pas du tout l'efficacité. Ça ne garantit que le standard de fabrication du produit de santé naturelle, mais pas l'efficacité. Donc,
pour illustrer, en fait, de façon... donner un exemple, en fait, de ça, il y a un produit de santé naturelle qui a reçu cette homologation-là par Santé Canada. Il s'agit du Niton. Donc, le Niton, un beau produit, en fait, qui était destiné à l'origine pour traiter la fièvre et les douleurs de type inflammatoire chez le nourrisson. Et en fait, c'est une étude, parce que ce produit-là est fictif. C'est une expérience qui a été menée par un groupe de journalistes de l'émission Marketplace dans le Canada anglais et qui avait réussi à faire approuver ce produit fictif-là par Santé Canada. Donc, tout ce que les journalistes ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris un vieux livre sur l'homéopathie de 1902, ils ont photocopié les pages, et puis ils ont envoyé le tout à Santé Canada. Puis 5 mois plus tard, Santé Canada autorisait la vente du Niton sur les tablettes au Québec. Évidemment, les journalistes ont été quand même surpris du résultat parce que, d'ailleurs, dans le reportage, ils déploraient qu'un produit avec si peu d'études, si peu de démonstrations puis de documents scientifiques puisse être approuvé puis se retrouver sur les tablettes des pharmacies au Québec et même au Canada, en fait. Et qu'il y avait peu de façons, en fait, pour le consommateur d'identifier la différence entre un produit qui a de bonnes données scientifiques au niveau de l'efficacité comparativement à un produit qui n'en a pas. Donc, si on prend 2 sirops à côté de l'autre, le Niton et l'autre, il n'y a pas moyen de savoir, c'est très confondant pour un consommateur. Donc, l'autre aspect qui est plutôt inquiétant, en fait, c'est que Santé Canada s'est défendu, en fait, en disant que le produit rencontrait tous les standards de qualité exigés. Donc, encore une fois, on peut se demander pourquoi un produit qui n'a pas de preuve d'efficacité pourrait se trouver sur les tablettes au Québec. Donc, c'est vraiment d'où l'intérêt, en fait, de s'informer auprès de votre pharmacien pour qu'il puisse valider si le produit est, premièrement, efficace pour ce que vous voulez soigner et s'il est sécuritaire également pour votre santé. Donc, si on poursuit avec les allégations. Les allégations, en fait, ce sont des affirmations qui sont régies, encore une fois, par Santé Canada. Et si je prends un comparatif avec les médicaments, donc pour qu'un médicament puisse être autorisé au Canada puis être mis sur les tablettes, ou les tablettes que ce soit derrière le comptoir ou en vente libre, là, dans le fond, ce que le médicament peut inscrire comme affirmation sur son pot, en fait, c'est très, très contrôlé, c'est extrêmement limité. Mais ce n'est pas le cas des produits de santé naturelle. Bien, ceux-ci, en fait, ils ont aussi des limites, mais ils sont beaucoup plus larges puis beaucoup plus permissifs que les médicaments. Donc, si on prend, par exemple, il y a les produits de santé naturelle, il y a 2 grands types, 2 grandes catégories d'affirmations. Il y a les affirmations qu'on peut qualifier de modernes. Donc, par exemple, on pourrait lire « contient des antioxydants ». Et il y a les affirmations également de type « remède traditionnel ». Donc, il faut comprendre ici que la notion historique est importante. C'est vraiment là qu'il y a une grande différence. Donc, à la prochaine diapositive, on peut voir que ça doit faire en fait au moins 2 générations que le produit est employé. Donc, moi personnellement, ça ne me rassure pas nécessairement que ça fasse 2 générations ou 25 générations parce qu'il y a des affaires qu'on faisait il y a très, très longtemps qu'on ne fait plus aujourd'hui, sachant que c'est pas bon pour la santé. Par exemple, dans le temps, on faisait des saignées pour les gens qui étaient très, très malades, pensant que ça allait purifier leur sang puis qu'on allait refaire du sang neuf. Mais aujourd'hui, on sait que c'est très mauvais pour la santé. Tu sais, le fait qu'il y ait 2 générations qui l'aient employé, moi, comme professionnel, c'est pas quelque chose qui va me rassurer nécessairement. Et un autre exemple qui est accepté par Santé Canada, par exemple, ça pourrait être employé à l'époque d'Édouard II pour soulager la toux. Donc, c'est ça l'aspect historique. Quand je parlais de la notion historique, c'est là que ça rentre en jeu. Il y a également des allégations de faible précision. On peut lire, entre autres, « contribue au maintien d'une santé optimale ». Donc ça, une compagnie qui vend des bouteilles d'eau peut inscrire ça sur son étiquette aussi. Des fois, on peut lire également « aide à soutenir la détoxication ». Donc ça aussi, une compagnie de bouteilles d'eau pourrait écrire ça sur ses étiquettes. Donc, puis pour un consommateur qui n'a pas de notion, en fait, par rapport à ça, quand il lit « contribue au maintien d'une santé optimale », il peut se dire « moi, j'ai besoin d'une santé optimale ». Fait que j'aimerais ça, avoir une santé optimale. Fait que ça m'encourage à l'acheter. Et il y en a même des patients, ça me fait penser à mes patients, tu sais, quand on dit « aide à soutenir la détoxication », moi, ça m'arrive de voir des gens qui viennent me voir pour dire « j'aimerais ça me détoxiquer le foie ». Tu sais, j'aurais besoin de ça. Puis là,
Il disait, oui, avez-vous des symptômes? Comment vous vous sentez? Il y a quelque chose? Ah, ça va très, très bien. C'est juste que je suis dans mon grand ménage, là, ménage de printemps, puis je voudrais faire le ménage de mon foie. Puis, en fait, je vous rassure tout de suite, votre foie, à moins d'avoir une maladie grave au niveau du foie, là, c'est un des organes dans votre corps qui est le plus solide. Il est extrêmement solide, il est très, très fort, il est fait fort. Puis, pour reprendre en fait ce que mon oncle disait, mon oncle qui est médecin, il me dit le foie, là, il va pardonner tous nos péchés. Parce que c'est vrai qu'il est fort, puis à moins d'avoir une surconsommation d'alcool, là, ça pourrait peut-être maganer un peu le foie. Là. Je vous dirais qu'il est très, très fort, puis on n'a pas besoin de détoxiquer son foie une fois par année. Ce sont des mythes, effectivement. Effectivement. Donc, un autre aspect qui est difficile à... Dans le fond, j'ai la difficulté à assimiler au niveau des produits de santé naturelle, c'est qu'ils sont littéralement camouflés à travers les autres produits qu'on peut se procurer en pharmacie. Si on prend, par exemple, les sirops qui sont ici en bas, ben un à côté de l'autre, il va y en avoir un qui va être un produit de santé naturelle, puis l'autre, ça va être un médicament. Donc, comme j'ai dit tantôt, un médicament, pour passer au stade de médicament, il faut qu'il y ait les allégations sont beaucoup plus précises, puis sont beaucoup plus sévères, en fait. Donc, quand on arrive juste à côté, il va y avoir un produit de santé naturelle qui, elle, a des études beaucoup moins, en fait, je pourrais dire, intéressantes. Puis là, ça fait en sorte que ça crée de la confusion chez le consommateur. Puis l'autre aspect, je peux comprendre la pauvre dame là, qui n'est pas capable de se retrouver à travers ces tablettes-là. Elle ne trouve pas son produit parce qu'il y en a beaucoup trop. Il faut dire que le marketing est très, très, très fort au niveau des médicaments. Que je pense au Tylenol, il y a à peu près 8 sortes de Tylenol qu'on peut se procurer. Donc, même pour un pharmacien, je vous dirais, les rangées vont changer relativement souvent. Puis c'est à nous, en fait, moi, quand un patient vient me parler pour choisir la bonne marque de Tylenol, je le comprends totalement. Et je vais y aller avec lui, puis on va lire les ingrédients à chaque fois. Je suis jamais gêné d'aller lire les ingrédients parce que le marketing, ce n'est pas un bon guide. Tylenol arthritique, ce n'est pas que pour l'arthrite. Donc, le marketing, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'ingrédient et la dose, effectivement. Si on poursuit, il ne faut pas se méprendre. Les produits de santé naturelle ont beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Ça peut paraître bizarre, en fait, parce que, on se dit, ah, ça doit être parce qu'il n'y a pas tant d'études. C'est un peu moins, dans le fond, il y a un peu moins de rigueur dans les produits de santé naturelle, mais il ne faut pas se méprendre. Il y a plusieurs produits de santé naturelle, dont l'échinacée, par exemple. L'échinacée, où on a recensé, en fait, lui, il serait supposé prévenir et soigner les symptômes du rhume. Et il y a au moins 24 études bien construites qui totalisent plus de 4600 patients qui ont démontré, en fait, en combinant tous les résultats, que l'échinacée, de façon objective, ce n'est pas efficace. Donc, c'est ça qui arrive. Dans le fond, si une personne, par contre, me dit « Moi, l'échinacée, ça fonctionne pour moi », ben moi, si la personne n'a pas de problème de santé puis que c'est pas dangereux pour elle, ben moi, j'ai un prof qui disait « On change pas une solution gagnante ». Donc, si ça marche pour vous puis c'est sécuritaire pour vous, j'ai absolument aucune objection à ce que vous employiez ce médicament-là. Mais si vous me demandez mon avis avant d'acheter le médicament, ben moi, je suis obligé de vous dire que malheureusement, il n'y a pas d'études qui démontrent que le produit est efficace. Et je ne peux pas vous recommander que ce médicament-là sur la base de son efficacité, étant donné que les études tendent à démontrer l'inverse. Donc, c'est un peu comme ça que je voulais vous expliquer le concept. Un autre concept que je voulais vous parler, en fait, qui est assez important, c'est celui du naturel par rapport au chimique. Donc, deux mots qui peuvent sembler à prime abord à l'opposé, si j'en conviens, mais qui sont intimement reliés. Donc, le chimique, c'est relié vraiment au naturel. Parce qu'en effet, dans la nature, tout est chimique, incluant nous-mêmes. Nous-mêmes, on a énormément de molécules chimiques dans notre corps qui travaillent pour nous. Je pense juste au système digestif. On fabrique un paquet d'acides qui nous aident à digérer, et ce sont des molécules chimiques, donc qui nous aident à absorber les nutriments dont on a besoin pour vivre. Donc, c'est normal quand même d'avoir peur du chimique parce que ça nous fait peur. On en entend parler, puis on se dit tout le temps que c'est mauvais pour la santé. Mais si vous voyez ici la belle photo, cette plante-là, en fait, c'est un arbuste qu'on retrouve ici au Canada. Ça s'appelle l'if du Canada.
Avec cette plante-là, on peut fabriquer des médicaments aussi chimiques et épeurants que de la chimiothérapie. Donc, cette plante-là, en fait, lorsqu'on extrait la molécule active, qui est la taxane, on peut fabriquer le paclitaxel. Le paclitaxel, à l'origine, justement, ça vient d'une plante. Donc, ça a permis, soit dit en passant, de sauver plusieurs vies, ce médicament-là. Donc, c'est pour mettre en perspective, en fait, que la nature et le chimique, c'est intimement relié et il s'agit d'en tirer profit lorsqu'un médicament est créé et qui arrive sur le marché. En fait, il est spécifiquement fait pour notre santé. Donc, c'est pour ne pas démoniser le chimique par rapport au naturel. Un autre exemple, en fait, très intéressant, une belle plante ici qui fait de très belles fleurs que je prendrais très bien dans ma cour cet été. Et avec ce médicament-là, on peut faire un antiarythmique pour le cœur qui s'appelle la digoxine. Donc, la plante s'appelle la digitale et on fabrique la digoxine avec. C'est un médicament qui est utilisé depuis plusieurs années, encore utilisé aujourd'hui, et qui est très aidant pour les gens qui vont souffrir d'arythmie. En résumé, les questions à se poser lorsqu'on veut faire le choix d'un produit de santé naturelle, bon, c'est est-ce que mon état de santé justifie, en fait, de demander de l'information ou des renseignements supplémentaires à mon pharmacien? Par exemple, est-ce que je suis une personne enceinte? Est-ce que je suis hypertendu? Est-ce que je souffre d'une maladie chronique comme l'hypercholestérolémie? Donc, ce sont tous des éléments qui font en sorte qu'on devrait poser la question à son pharmacien. Est-ce que je consomme déjà des médicaments sur une base régulière? Comme j'ai dit, si on est hypertendu ou on fait de l'hypercholestérolémie, probablement qu'on consomme déjà des médicaments. Puis, ces médicaments-là sont à risque d'interaction, effectivement. Il n'y a pas un médicament qui a absolument aucune interaction comme telle, mais c'est toujours important, en fait, de valider là, auprès du pharmacien parce que lui, il y a des sources fiables, en fait, pour valider ces informations-là. Comme j'ai dit, on devrait demander à son pharmacien de faire une petite recherche pour nous. Comme j'ai également mentionné précédemment, seul l'ingrédient et la dose est importante. Les allégations ne sont pas de bons guides. Et également, on devrait avoir des attentes modestes parce que sur les dizaines de milliers de produits de santé naturelle actuellement sur le marché, très, très peu de produits de santé naturelle ont démontré leur efficacité. Ici, on va avoir un extrait, en fait, du code de déontologie des pharmaciens. Je tenais à vous le montrer, en fait, parce que ça résume un peu la raison de tout ce que j'ai avancé, en fait. C'est que le pharmacien doit exercer la pharmacie avec compétence et selon les données scientifiquement acceptables. Donc, comme je disais, quand je vais vous proposer, si vous me demandez si un médicament est bon pour vous, à chaque fois que je vais donner mon avis, ça va être par rapport à ce qu'on sait scientifiquement, ce qui a été démontré comme étant efficace et sécuritaire pour vous. Donc, le but général de tout ça, en fait, c'était de vous démontrer que les médicaments ne sont pas là pour nuire à notre santé. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ils existent pour nous garder en santé. Puis même pour nous guérir de certaines maladies qui étaient auparavant incurables. Et ça fait... en fait, moi, c'était mon but parce que c'est pour ça qu'ils ont été conçus. Ils ont été conçus spécifiquement pour nous donner une meilleure qualité de vie et pour préserver notre santé. Donc, c'est pour ça qu'ils existent. Donc, la loi 41, en fait, qui a été intégrée au niveau de la pratique de la pharmacie, c'est une loi qui a été émise, en fait, là, le 20 juin 2015. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant qu'elle est en place. Ça a quand même pris un certain temps avant que l'ensemble des pharmaciens reçoivent les formations pour être en mesure de prescrire certains médicaments. Donc, pour y aller avec la première catégorie, qui était de prescrire un médicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis. Donc, ça signifie qu'un pharmacien peut vous prescrire des médicaments sans que vous ayez recours à aller voir un médecin. Des médicaments qui sont en général sous ordonnance ou qui seraient traditionnellement prescrits par un médecin. On pense entre autres à la cessation tabagique. Les médecins vont encore la prescrire, mais vous pouvez également consulter votre pharmacien en pharmacie communautaire pour qu'il puisse évaluer votre situation puis vous prescrire des thèmes pour arrêter de fumer, incluant des gommes ou des pastilles, par exemple. Puis ça va être couvert par votre assurance, au même titre que s'il y avait eu une prescription médicale d'un médecin. L'autre aspect, c'est également la diarrhée du voyageur ou même les poux. Ça fait partie des éléments qui n'ont pas besoin d'un diagnostic médical. Donc, ils n'ont pas besoin d'être évalués par un médecin pour recevoir un traitement.
Donc, ça fait partie des nouveaux services qu'on peut vous offrir par rapport à ces situations-là. Donc, on voit que ce sont des situations bien précises pour lesquelles un pharmacien peut prescrire des médicaments. On ne peut pas prescrire des médicaments pour n'importe quelle situation. Et dans chaque situation, il y a des critères bien particuliers qui font en sorte que le pharmacien va évaluer de façon complète votre état de santé avant de pouvoir vous prescrire le médicament. L'autre page, en fait, on va voir que ce sont des médicaments pour lesquels on aurait déjà reçu un diagnostic au préalable, on aurait déjà vu notre médecin de famille ou un médecin tout simplement là, qu'on aurait consulté à l'urgence. Et le médecin va avoir émis le diagnostic et prescrit un médicament pour traiter le problème. Donc, parmi les problèmes pour lesquels un pharmacien peut represcrire le même médicament ou d'une force inférieure, bien, on voit qu'il y en a 12 ici, dont, par exemple, les feux sauvages. Si on a déjà eu un diagnostic de feu sauvage et un traitement, on peut represcrire le même traitement en tant que pharmacien si certains critères sont respectés et également un délai là, qui est respecté dans le temps. On ne peut pas dépasser un certain nombre d'années. Même chose pour les hémorroïdes, et pour l'eczéma ou les infections urinaires chez la femme. Ça fait partie des indications pour lesquelles un pharmacien pourrait vous represcrire le même médicament qui vous avait déjà été prescrit par le passé et sans avoir à reconsulter un médecin. Donc, tous ces services-là sont là pour améliorer en fait les services à la communauté et ne pas avoir à toujours reprendre un rendez-vous chez le médecin lorsque notre situation en général n'a pas vraiment changé. En fait, il y a 2 autres aspects que le pharmacien peut maintenant faire avec l'arrivée de la loi 41, dont prolonger ou ajuster les ordonnances d'un médecin. Donc, ça va arriver des fois qu'on va prolonger un traitement chronique. Par exemple, si vous prenez des médicaments pour l'hypertension et que vous n'avez plus de renouvellement pour vous rendre jusqu'au prochain rendez-vous avec votre médecin, le pharmacien va être en mesure de prolonger votre ordonnance pour vous permettre d'aller voir votre médecin à la date prévue sans cesser le traitement. Et également, il peut prescrire des analyses de laboratoire. J'en ai parlé un petit peu au cours de ma présentation, mais c'était dans le cas où un pharmacien suspecterait en fait qu'on devrait vérifier l'état de vos reins, par exemple, avant de vous servir un médicament. À ce moment-là, il peut prescrire des analyses de laboratoire. Il peut également en prescrire lors d'un suivi pour voir si votre état n'a pas changé puis si votre santé est encore stable. Donc, ça fait partie des nouveaux actes en général. J'en serais rendu en fait à la période de questions. Je sais que ça a passé vite, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. J'aimerais que tu me parles au sujet des médicaments d'ordonnance, mais génériques. La différence entre l'original et générique. Absolument. Donc, en fait, lorsqu'un médicament arrive sur le marché, à la base, il va y avoir beaucoup d'études qui vont être faites. Ces études-là vont être faites par des compagnies privées. Donc, les compagnies privées, ils vont découvrir, par exemple, une nouvelle molécule pour soigner, par exemple, l'hypertension, pour dire quelque chose. Bon, lorsque cette nouvelle molécule-là est découverte, la compagnie privée va déposer un brevet et elle va lui attribuer un nom original qu'on appelle. Donc, ça, c'est le nom que la compagnie va décider. Et par la suite, une fois que le brevet va être échu, il va y avoir des compagnies génériques qu'on appelle. Il y en a énormément, des compagnies génériques. Et ce qu'ils font, en fait, ces compagnies-là, c'est qu'ils regardent dans l'ensemble des médicaments, ceux dont les compagnies privées, leur brevet va tomber bientôt. Et une fois que le brevet est tombé, bien, cette compagnie générique-là va se mettre à copier le médicament. Donc, c'est vraiment une copie intégrale de la molécule active. Par contre, ce qui entoure la molécule, donc on appelle ça l'excipient, donc l'aspect de la pilule va probablement être différent parce que des fois l'aspect extérieur va changer et c'est parce qu'il y a d'autres ingrédients qui entourent la molécule. Donc ça fait en sorte que des fois l'efficacité ou les effets indésirables peuvent varier d'une compagnie à l'autre par rapport au générique. Même entre génériques, les ingrédients peuvent changer, mais la molécule est copiée, puis c'est toujours la même. Donc, c'est ça la différence. Il y a une compagnie qui émet un produit original et il y a plusieurs autres compagnies qui vont finir par le copier, qu'on appelle les compagnies génériques. Avec l'arrivée de la loi 41, par rapport aux autres professionnels, est-ce qu'il y a une espèce de chasse gardée qui crée des frictions ou la collaboration se fait généralement bien par rapport, tu sais, le pharmacien par rapport aux autres professionnels, est-ce qu'il y a des chasses gardées encore? C'est ça que j'aimerais savoir. Le processus qui s'est fait, en fait, ça a été très long pour l'établissement de la loi 41 au Québec. D'ailleurs, on est l'une des dernières provinces.
on est les dernières provinces. Donc, nous puis le Nunavut qui n'avaient pas encore accès à ces services-là pour la population, ces services-là qui simplifient grandement, dans le fond, ce que le patient doit faire pour avoir accès à sa médication. Donc, effectivement, je pense que les négociations ont été très longues par rapport principalement au Collège des médecins parce qu'effectivement, traditionnellement, il fallait revoir son médecin. Puis ce sont la prescription à l'origine, c'était souvent les médecins qui les faisaient pour des états de santé qui nécessitent une évaluation médicale. Effectivement, ça chevauchait de très près ce que les médecins font. Mais là où le médecin se distingue vraiment, c'est que le médecin est le spécialiste du diagnostic. Donc, c'est lui qui émet les diagnostics. Donc, dans les situations que j'ai présentées tout à l'heure, les cas là, possibles où un pharmacien pourrait prescrire, il n'est jamais question du diagnostic. Quand on peut prescrire un médicament, c'est pour des situations où on n'a pas besoin d'émettre un diagnostic ou dans le cas où le diagnostic est déjà connu et la médication déjà prescrite pour le traiter. À ce moment-là, le pharmacien va pouvoir prescrire un médicament. Donc, effectivement, je pense que ça a été quelque chose qui a été très... au table des négociations, il ne fallait pas piler sur les pieds de personne de ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas en mesure d'en dire plus, j'en sais pas plus, mais effectivement, ça a dû être assez complexe à éclaircir. Au niveau des honoraires du pharmacien, est-ce qu'il y a des honoraires fixes? En fait, maintenant, la loi oblige à inscrire sur les reçus des médicaments les honoraires de pharmacien et les honoraires de l'équipe de la pharmacien. En fait, les honoraires, les frais de l'entreprise elle-même sont inscrits sur les reçus. Donc, c'est obligatoire maintenant. Ça fait depuis à peine là, la fin 2017 que ça a commencé. Puis effectivement, les honoraires peuvent varier d'une pharmacie à l'autre. Et c'est à nous de voir. Ça peut arriver qu'on magasine ça, en fait. Là, on peut voir les honoraires précises que pour chaque médicament qui a été chargé au client. Mais vous, l'Ordre des pharmaciens, là, il n'y a pas de normes établies pour dire que tous les pharmaciens du Québec, ils reçoivent tel honoraire pour leur travail, là. En fait, c'est que c'est différent des professionnels. Si je prends par exemple les médecins sont rémunérés directement par la RAMQ. Donc, les prix sont fixés de façon unilatérale. Si on est tel type de médecin dans telle région, on va gagner tant par patient. Si on prend les pharmaciens aujourd'hui qui travaillent dans le communautaire, c'est pas les pharmaciens qui travaillent en hôpital. En hôpital, on a un salaire qui est émis par l'hôpital et tout ça. Mais dans le communautaire, c'est du privé. C'est encore des bannières privées et tout ça. Ça fait en sorte que les honoraires qui sont chargés ne sont pas faits de façon unilatérale ou à un même prix. Si je prends à la fois des médicaments ordonnés puis des médicaments naturels, est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires comme, à un moment donné, l'exemple, difficulté de digérer ou est-ce que ça peut avoir des effets malsains en quelque part? Oui, en fait, les effets secondaires vont toujours varier d'un médicament à l'autre et d'une personne à l'autre aussi. Donc, une personne qui prend un même médicament, vous auriez le même profil de médicament qu'une autre personne. Il est bien possible que vous ayez des effets secondaires complètement différents de l'autre personne. Il y en a qui tolèrent très, très bien tout ce qu'on leur donne, puis d'autres qui sont extrêmement sensibles à n'importe quoi, peu importe la dose. Des très petites doses vont faire en sorte qu'on va avoir des effets indésirables. Donc, d'autant plus si on prend des produits de santé naturelle, comme j'ai dit, les produits de santé naturelle, on n'est pas toujours en mesure d'établir les interactions précises non plus. On a des banques de données qui nous permettent de vérifier où passe le médicament parce qu'il est métabolisé à plusieurs endroits, par exemple, au niveau du foie, au niveau des reins. Donc, nous, mettons que vous prenez un produit de santé naturelle, ce que je vais aller vérifier, on connaît pas mal les médicaments, c'est très bien, généralement très bien détaillé, mais un produit de santé naturelle, je vais toujours aller voir où il va être métabolisé, puis où ça pourrait effectivement avoir un risque d'interaction. Puis quand on est en mesure d'établir une interaction, bien, ça nous permet des fois de comprendre pourquoi tel effet indésirable pourrait survenir. Donc, c'est pas à exclure. Dès qu'on commence à mélanger des médicaments, il y a toujours un risque d'interaction et donc un risque d'effet indésirable. Si j'arrive chez vous en pharmacie avec une ordonnance, alors, et vous, en tant que pharmacien, vous voyez mon ordonnance, vous voyez mon dossier, et vous me donnez de l'information ou des conseils suite à cette ordonnance-là. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'à l'occasion ou toujours vous inscrivez l'information ou le conseil dans mon dossier?
Non, pas tout. En fait, l'Ordre des pharmaciens nous recommande fortement de toujours inscrire, la situation du patient. Et ce qui en est un peu... des fois, les patients vont tout simplement refuser de choisir un médicament ou un traitement. Donc, c'est important de le détailler. Puis, l'Ordre des pharmaciens nous recommande de détailler ça. Toujours dans un... C'est sûr qu'il y a un aspect légal à tout ça. Là, la pratique de l'ensemble des professions, il y a toujours un aspect légal. Donc, il y a eu des actions par le passé qui ont fait en sorte qu'on doit être en mesure de documenter dans chaque dossier patient les situations particulières qui peuvent se produire, que ce soit banal ou pas. Des fois, ça aide seulement à la pratique. En fait, si je prends par exemple du Gravol de tout à l'heure que je parlais, quand on sert un médicament, on va toujours inscrire une petite note, ne serait-ce que pour les nausées par rapport au transport. Donc, ça aide mes collègues par la suite à savoir pourquoi on donne le médicament, puis pas reposer les mêmes questions. Donc, toutes les notes qu'on va inscrire, c'est essentiellement pour s'assurer que le mot entre collègues pharmaciens passe bien, puis qu'on soit en mesure de s'y retrouver, parce que de voir une liste de médicaments, c'est pas toujours très parlant pour un professionnel. Il faut être capable de voir l'historique du patient. Donc, effectivement, à chaque jour, moi, quand j'appelle un patient, par exemple, et que je fais un suivi auprès de lui, j'écris la date, j'écris qu'est-ce qu'on s'est dit, comment ça va. Mon collègue qui va suivre, puis qui va faire le suivi lorsque je ne serai pas là, il va connaître l'histoire, puis il va être en mesure de continuer à guider ce même patient. Je veux savoir comment ça fonctionne avec l'assurance du gouvernement, parce que des fois, tu vas voir ta prescription, Oui. elle va te dire, tu as le montant que tu peux recevoir de l'assurance du gouvernement pour les 2 premiers mois, par exemple, et le 3e mois, il n'y en a pas. Mais pourquoi? Bien, c'est qu'en fait, il y a un maximum. Si on parle de la RAMQ ici, c'est le programme d'assurance médicaments publics. La RAMQ va assurer un certain montant. En fait, ce que ça fait, c'est que ce qui est garanti, c'est que vous allez payer un certain montant, puis une fois que le maximum est atteint, la RAMQ va tout simplement payer la balance. Donc, si vous avez atteint votre maximum du mois, bien, ça va arriver, ça veut dire que ça vous coûte probablement quand même assez cher par mois pour votre médication. Bien, quand on a atteint le maximum, le reste va être couvert par la RAMQ à 100 %, pas à 80 % ou à 50 %. Ça va être vraiment couvert à 100 %. Donc, si on atteint le maximum par mois, c'est comme ça que la RAMQ calcule. Une fois que le maximum est atteint, bien, les autres médicaments que vous allez venir chercher sous ordonnance vont être couverts à 100 %. Comme vous parliez, ils viennent pour 90 jours prendre leur pilule. Autrefois, la RAMQ disait, bon, ben, c'est un renouvellement, mais ils se sont rendus compte que, effectivement, c'était moins rentable pour eux. Donc, les gens, c'est ça. Donc, les gens venaient chercher leurs médicaments aux 3 mois à la place au mois. Et la RAMQ, en fait, a maintenant établi une nouvelle norme qui fait en sorte que le montant minimal payable par mois va être chargé si vous prenez 1 mois ou 90 jours. Vous allez toujours payer le petit montant quand même, parce que eux autres, ils calculent sur la base d'1 mois si vous avez atteint le maximum. Pas. Alors, j'ai simplement une petite nouvelle ce matin. En fait, c'est une bonne nouvelle, par contre. Je vais vous faire un résumé du communiqué de presse de l'AQRP, qui est l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, et de l'AQDR nationale. Alors, il y a une bonne nouvelle pour les propriétaires et pour la sécurité des aînés vivant dans une RPA, c'est-à-dire une résidence privée pour aînés, concernant l'installation des gicleurs. Alors, vous savez, depuis 2015, le gouvernement du Québec avait mis en place un programme d'aide pour l'installation de gicleurs dans les RPA, résidences privées pour aînés. Malheureusement, certaines RPA avaient dû fermer leurs portes en raison de la difficulté d'emprunter des sommes importantes afin de réaliser les travaux demandés. C'est dommage. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le programme d'aide financière a été bonifié, ce qui va permettre d'augmenter de façon significative le montant de la subvention maximale admissible pour les propriétaires de résidences privées pour aînés. Alors, l'aide financière sera rehaussée, atteignant 100 % pour les RPA de moins de 30 unités. Puis nous, on a vraiment des petites RPA. Et pour toutes les RPA de type OBNL, qui est organisme à but non lucratif. Même un remboursement rétroactif est prévu pour les RPA qui ont déjà bénéficié du programme. C'est ça.
Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les propriétaires de RPA et pour les aînés qui y séjournent. Merci. Je vais vous parler du membership de la QDR de notre domaine du Roi. Pour rehausser notre membership, la QDR section Saint-Félicien offre à ses membres en règle de recruter de nouveaux membres via la promotion recrutement. Avec la promotion recrutement, les membres recruteurs sont éligibles à un tirage de 50 $ qui va avoir lieu à l'AGA du mois de mai 2018. Puis, une fois que si vous recrutez des personnes, vous allez à notre bureau de la QDR à Saint-Félicien pour remettre les papiers d'inscription. Vous savez qu'on parle beaucoup de maltraitance ces temps-ci. Quand on regarde à la télévision, il y a des messages que le gouvernement a mis en place présentement pour la maltraitance pour les aînés. Donc, nous, à la QDR, on est préoccupés par ça. Puis on a un groupe de personnes qui ont eu de la formation pour transmettre, pas nécessairement de la formation, mais cette information-là aux personnes aînées. Là, présentement, ça se fait dans les RPA, dans toutes les résidences, mais on veut rejoindre les personnes qui vivent à la maison, qui sont encore dans des endroits qui subissent la maltraitance, mais qui ne sont pas nécessairement dans des résidences ou dans des endroits où qu'on va présentement rencontrer les personnes. Donc, on avait regardé la possibilité de faire des cafés-rencontres pour une vingtaine de personnes à la fois, pour les personnes qui sont intéressées. Fait qu'on aimerait ça, avoir votre opinion là-dessus. Fait que si vous êtes intéressés, veuillez nous le faire savoir. Merci.